Talk to me. Talk to me. It's what you do. You give me your eyes and open skies. Red, I'm seeing red. I'm riding violent waves away from yesterday. Amis internautes, bonsoir. Encore une fois, vous me trouvez à une place qui n'est pas la mienne, puisque le vendredi, vous aviez l'habitude de retrouver mon ami Claude Janvier pour son émission Libre Parole. Mais Claude est entre deux aéroports, deux avions, il donne des conférences un peu partout, vous le savez. Et ce soir, donc, il m'a chargé de le remplacer, ce que je fais avec plaisir, car je reçois un invité de marque que vous connaissez bien et que vous appréciez. C'est notre ami Jean-Michel Bernochet. Jean-Michel, bonsoir. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. En cette année de grands bouleversements et je l'espère, qui sera aussi une année de paix, parce que les choses ne semblent pas forcément très bien parties. Voilà. Bon, alors justement, on évoquait les points chauds de l'actualité hors antenne, et il y a un dossier en particulier qui ne cesse de faire des bulles et qui normalement devrait avoir des conséquences politiques graves et sérieuses. Est-ce que tu as l'impression, Jean-Michel, que dans ce dossier, l'opinion publique ou les médias mainstream, on a le droit de rêver, ont saisi la dimension, en dehors de sa perversité, la dimension dangereuse pour des démocraties? L'opinion publique, à mon avis, elle n'existe pas. Elle est fabriquée en très grande partie par les médias. Or, les médias, tu poses une question, ne veulent pas, n'ont aucun intérêt et ont des ordres pour ne pas donner la dimension véritable à cette affaire, celle qu'elle devrait avoir. Les médias sont pour mettre l'étouffoir. On vient de se rendre compte que le ministère de la Justice avait depuis 9 ans déjà, à la suite d'une perquisition au 22 avenue Foch,
énormément de documents, de courriels, de vidéos, de dossiers, de listes du sieur Epstein. Qui en a entendu parler? On le découvre maintenant. On semble le découvrir maintenant. Ce qui veut dire que non seulement les médias, mais l'État lui-même met l'éteignoir sur ce qui est beaucoup plus qu'un scandale d'État. Et contrairement à ce que l'on pense, ce qui est loin d'être le véritable scandale est loin d'être d'ordre sexuel, pédomaniaque, pédocriminel, puisque apparemment il y a des crimes de sang qui auraient pu être commis dans le cadre de l'exercice de leur passion mauvaise. Oui, ça c'est l'aspect criminel et quand on en prend, la mesure, on se dit, «Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es» et dans la liste des amis supposés, de monsieur Epstein, il y a quand même la crème de l'élite mondiale. Qu'est-ce que ça dit ça, Jean-Michel? Ce n'est donc Ça pas dit un que cas clinique, individuel, c'est tout un ça dit système. une chose, c'est que l'autre jour, Monsieur Minck, Alain Minck, qui a été le directeur du Monde, qui est aussi un homme qui a eu énormément d'entre-gens, qui en a toujours. D'ailleurs, nous venait nous expliquer que c'était pas si grave que ça, parce qu'Epstein n'était au fond qu'un second couteau. C'était presque un Madoff du pauvre. Non, mais enfin, c'est se moquer du monde. Encore une fois, ce scandale est tridimensionnel. Il est bien sûr pédocriminel, sexuel, mais il est également financier et il est financier pour les délits initiés qui ont été commis, qui ont permis à Einstein et à ses amis de se goinfrer, de bâtir des fortunes. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension de chantage, de chantage lié à des activités d'espionnage de très haut niveau, d'espionnage des États. On sait que le diplomate qui vient d'être éjecté au Royaume-Uni avait vendu, sans doute vendu, des véritables secrets d'État, ce qui permet, comme je le dis, d'avoir des délits d'initiés. Si vous savez quelles sont les politiques, vous pouvez anticiper. Hein, c'est l'affaire de Waterloo et de M. Rothschild qui fait annoncer à Londres que la bataille a été perdue par les Alliés alors qu'elle avait été gagnée, ce qui lui a permis de jouer à la baisse puis à la hausse, et donc de démarrer véritablement l'immense fortune qui est la sienne aujourd'hui. Donc des lits d'initiés, mais également des informations d'ordre politique et tout à fait stratégique. Le prince Andrew, qui a été qui s'est vu retirer tous ses titres nobiliaires, qui a été mis au banc de la famille royale, mais il eût dû l'être plus tôt, être au premier rang des accusés, mais on sait qu'il ne s'est pas contenté d'avoir des relations perverses avec de très, 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 très jeunes femmes. Et surtout, c'est qu'il a vendu des secrets d'État. Epstein n'est pas du tout, contrairement à ce que dit Monsieur Minck, un second couteau. C'est pas comme le dit Alain Bonner, Stavisky plus Madoff. L'affaire non plus n'est non seulement pas seulement sexuelle, elle n'est pas seulement financière non plus. Et il y a un nom qui n'apparaît jamais d'ailleurs actuellement dans les médias, et ça en donne la mesure de encore une fois, je vais réutiliser le même mot, de l'éteignoir que l'on tente de mettre sur l'affaire, c'est les liens extrêmement serrés qui existaient entre Epstein et l'État israélien, notamment le Mossad. Alors on dit qu'il était en relation étroite avec l'ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehud Barak, mais on dit que c'est Epstein
qu'il avait recruté. Non, c'est le contraire. C'est Ehud Barak qui l'a mis entre les mains des super grands agents du Mossad. Mais on inverse toujours. De même que Israël ne joue plus aucun rôle, mais on voit maintenant de plus en plus le nom de la Russie, du GRU, le service de renseignement militaire, ou du FSB apparaître dans le dossier. Oui, Epstein avait, je dis pas Epstein, hein, Epstein, on dit Einstein, on dit pas Epstein, avait des contacts en Russie, mais ils faisaient des affaires. Il faut voir aussi qui sont les membres de l'oligarchie, et les membres de l'oligarchie sont, pour certains d'entre eux, les membres de la communauté restreinte à laquelle appartient Monsieur Epstein. Oui, c'est un détail qui a son importance et qui permet de suivre ce fil d'Ariane, si j'ose dire. Ce qui a surpris quand même, c'est de retrouver le nom d'un humoriste français qu'on accuse de tous les maux, qu'on calomnie, qu'on persécute, qu'on harcèle, dont on a détruit la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sociale, tu disais la vie artistique, Jean-Michel, tout à l'heure, pour des raisons que beaucoup d'entre nous ont du mal à comprendre. Par contre, on constate que dans les médias mainstream, depuis plusieurs années, j'en suis témoin, il y a en permanence une campagne contre les Arabes, contre les musulmans, contre le voile, contre le burkini, contre le ramadan et que sais-je encore. Alors, c'est à croire que dans notre pays, faire de l'incitation à la haine raciale ou religieuse, quand ça vise les musulmans, est acceptable, mais si on a le malheur de critiquer la tribu des Esquimaux, le ciel s'abat sur nos têtes. Ah, tu veux Là, parler des Inuits peut-être? pardon? Tu veux parler non pas des Esquimaux, mais des Inuits? Oui, il faut qu'on les appelle de toute façon autrement, puisque visiblement les algorithmes ont pour ordre de chasser tous ceux qui osent prononcer ce mot. Mais bon, on sait bien. Ah ben On sait bien. déjà, Cicéron, dans une plaidoirie des Flatos, sa plaidoirie, il disait, enfin je traduis pour simplifier, il dit les gens qui sont là-bas et dont on ne peut pas dire le nom. C'était déjà du temps de Cicéron. Hein. C'est pas nouveau. Voilà, Invisibilisation des génocides, invisibilisation des responsables, des coupables de ces mêmes génocides. voilà. Il y a des sujets qui sont désormais interdits, Tabou. voilà, tabous dont on ne peut pas parler. Et un État en particulier dont on ne peut même pas prononcer le mot sous prétexte d'être suspecté Ah, d'antisémitisme. le projet de loi Yadan n'est pas encore passé, mais le jour où il sera passé, là, effectivement, la moindre virgule mal placée vous vaudra un procès et 10 ans d'emmerdation. Voilà, je le dis toujours, la loi c'est pour nous les faibles, le droit c'est pour les puissants. Mais on a trouvé le nom de Dieudonné prononcé par Ariane de Rothschild dans un email qu'elle a Tu as adressé. bien dit qu'il fallait suivre le fil d'Ariane. Mais oui, je faisais référence à ça. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a lu ce mail, on comprend pourquoi Dieudonné est traité comme il est traité, pourquoi Alain Soral fait l'objet du même traitement de la part des mêmes Esquimaux. Et j'ajouterais dans cette liste Tariq Ramadan, qui a, lui, facteur aggravant, le fait d'être non pas un blanc, mais quelqu'un d'ailleurs, et qui est musulman. C'est lourd à porter dans un pays comme le nôtre. Oui, alors, revenons On aux ne va pas tout faits. mélanger, mais parlons de Dieudonné.
quelle a été ta C'est ce que je réaction? voudrais faire, si tu me laisses la parole. Je te la laisse. Ariane de Rothschild interpelle, je crois, c'est il n'était pas Premier ministre, il était ministre de l'Intérieur, Monsieur Valls. Et une semaine après, les spectacles de Dieudonné sont interdits. Alors, je voudrais quand même non pas parler de morale, il ne s'agit pas de ça, mais bien noter que lorsque l'on parle d'humour, puisque ces jours-ci, il y avait le procès des témoins de l'environnement des assassins de Samuel Paty, lorsque personne ne met l'éclairage quand même, Samuel Paty avait été, n'ose le qualifier, je ne sais pas s'il avait été imprudent, s'il avait été emporté par l'air de l'époque, avait présenté des caricatures de Mahomet. Mais quand le journal Charlie Hebdo montre la Vierge en train d'accoucher du Christ, en première de couverture, en couverture tout court, ou quand on montre le prophète Mahomet à quatre pattes, présentant ostensiblement son arrière-train, c'est de l'humour, c'est pas obscène, c'est pas de la pornographie, c'est pas de la provocation, mais il faudrait peut-être. Mais quand c'est Dieudonné, alors là, c'est l'épouvante de l'épouvante. Ça n'a pas de nom et il faut interdire tout de suite. Non, je pense que Dieudonné va très loin, il va très loin, mais c'est véritablement un humoriste. Si on veut, on n'est pas obligé de regarder ses vidéos, on n'est pas obligé de les diffuser, mais on n'est pas obligé de l'emmerder non plus. Voilà. Tandis que Charlie Hebdo, on a vu, il y a une pluie de dollars, et plutôt de millions d'euros qui sont déversés sur Charlie Hebdo. Je ne sais pas très bien ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas, le niveau ne s'est pas apparemment terriblement élevé. Et je crois qu'il faudrait quand même revenir à un bon sens minimal, un bon sens qui relève de l'ordre social ou du trouble à l'ordre public, savoir le sens de la décence, le sens du bon goût aussi. On peut être féroce et aller très loin, mais en sachant ne pas franchir certaines limites. Personne n'a l'air de s'en rendre compte dans cette société. Alors, je n'excuse pas les assassins de Samuel Paty, bien évidemment, mais sachant ce qu'est l'islam, une religion qui est une religion de grande conviction, ou le croyant qui n'est pas de notre culture, qui n'est pas de notre société, qui n'a pas le même patrimoine génétique que nous, ne réagit pas de la même façon. En France, on ne voit plus lors des obsèques, on ne voit plus des femmes en se déchirant, des pleureuses professionnelles souvent, se déchirant le visage, ensanglantées avec leurs ongles. Non, c'est pas la même culture. Point. Voilà. Alors quand on fait venir des millions de musulmans en France, il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait des frottements et pire que ça d'ailleurs. Maintenant, la haine sur la haine anti-musulmane, bah, c'est une haine qui est fabriquée, instrumentée, entretenue. On gratte le prurite puisque le petit État du Levant dont il était question, sûr de lui et dominateur, voudrait que nous autres, ces francs, francaoui, fromage, sur les petits noms qu'on nous donne, hein, nous adoptions, nous prenions fait et cause nous prenions fait, c'est moi qui tousse, nous prenions fait et cause pour sa cause. Hein, et que nous trouvions très bien, d'ailleurs c'est ce que fait CNews. CNews est extraordinaire puisqu'elle trouve parfait, vraiment la réplique, alors que cette chaîne se dit vaguement catholique, chrétienne, en tout cas elle consacre le dimanche soir, c'est dimanche soir, le génocide, pour eux, ça ne compte pas. Hein, on fait venir sur CNews des cas pathétiques de mères d'enfants handicapés, de jeunes femmes violées, mais quand il s'agit des cadavres de tous âges qui gisent sous les décombres de Gaza, ça ne fait
ça ne fait pleurer personne et ça n'intéresse personne à CNews. Ceci étant dit, l'État israélien vient quand même de reconnaître, après avoir nié, ça fait nié depuis le 7 octobre les monceaux de cadavres et de morts, ils viennent de reconnaître qu'il y avait eu 71 000, 72 000. On sait que si on regarde les statistiques, ce qui ne tient pas compte des morts par maladie, sous-nutrition, je n'ai pas dit malnutrition, j'ai dit sous-nutrition, par eau polluée, par accidents divers et variés, et tous ceux, évidemment, qui sont toujours non comptés et non comptabilisables, qui sont réduits à l'état de poussière et d'os et de lambeaux de vêtements, encore une fois, sous les amas de pierre, de gravats, de béton de Gaza, qui n'est qu'un champ tout à fait lunaire. Donc ça n'émeut personne. Et c'est curieux de la part de chrétiens. Nous, chrétiens, normalement, bon, le 7 octobre était une chose affreuse, mais nous ne poursuivons pas normalement nos adversaires et même nos ennemis, on ne les poursuit pas avec l'esprit de vengeance. On se défend, on fait la guerre. Mais on sait aussi arrêter les choses et les limiter, surtout, ce qui n'a pas été le cas. Mais donc, ce faisant, en développant une haine anti-musulmane qui est bien réelle. Non pas que les musulmans aient toutes les qualités et méritent toutes les indulgences, mais on veut encore une fois nous faire entrer dans le camp du génocide, dans le camp de l'occupation illégale. On a vraiment l'impression que ce sont les Palestiniens qui essayent d'envahir la terre israélienne, qui, je le rappelle, depuis 2018 est un État ethnique. C'est l'État juif, l'État des Juifs, l'État juif. C'est une exception au monde, seul État à ne pas avoir de frontières, l'un des rares États à ne pas avoir de constitution avec l'Allemagne, l'un des rares États à ne pas avoir de code civil, puisque c'est la Torah qui en tient lieu, et sont les rabbins qui s'occupent de l'état civil. Donc c'est l'état de l'exception, de l'exception. Mais si on revient quand même, si on remonte pas si loin que ça dans l'histoire, les Palestiniens étaient chez eux, ils cultivaient leurs oliviers, leurs orangers, labouraient leurs champs, et on leur a pris leurs terres, et on continue à leur prendre, notamment en Cisjordanie, où les bulldozers, les bouteurs, comme je dis, arrivent et boutent tout le monde dehors. Oui, sans parler du cessez-le-feu imaginaire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce conseil de la paix initié par Trump pour soi-disant... moi j'ai l'impression que Trump, il vit dans un univers à part. Quand il dit Ah, que désormais la paix règne à Gaza, il doit pas il vit dans un comprendre. univers d'hommes d'affaires. Il est américano-américain, auto-centré, et mais je ne porterai pas de jugement sur Trump, bien que certaines de ses positions me hérissent. On verra à l'arrivée. Je risquerais à la minute présente d'être un peu indulgent parce qu'on a vraiment l'impression, malgré le second porte-avions qui arrive sur site, à proximité de l'éventuel champ de bataille, contre l'Iran, évidemment, on a vraiment l'impression que Trump y va en fait à reculons. Oui, alors justement, on en parlait hors antenne, tu me disais que la dernière rencontre entre Netanyahou et Trump n'a pas été une partie de plaisir pour le dirigeant israélien. Qu'est-ce que tu as comme info que nous n'aurions pas, mon cher Alors, Jean-Michel? tout le monde pense qu'il est allé négocier l'attaque des États-Unis, puisque Israël dit non, non, on veut pas de guerre, on veut pas de guerre, on veut pas de guerre, on veut pas de guerre.
En fait, il faut comprendre le contraire. Ils veulent la guerre, mais ils veulent surtout que ce soit les États-Unis qui la fassent à leur place. C'est ça. Et que cette guerre soit suffisamment foudroyante pour empêcher que les missiles balistiques iraniens ne traversent les trois couches de défense aérienne, le dôme de fer étant la plus petite, la plus basse et la plus dérisoire. Non, Monsieur Netanyahou est allé parler de toute autre chose. En tout cas, même ils ont évidemment et forcément parlé d'Iran, mais il y a un sujet qui préoccupe beaucoup plus encore Israël, puisque ça concerne sa proximité, sa zone de sécurité immédiate. Alors, la réunion a duré, je fais durer le plaisir, hein. La réunion a duré 3 heures, 4 heures. Il n'y a pas eu de communiqué commun, pas de conférence de presse, donc. Oui. Monsieur Netanyahu apparemment est reparti furibond, mais c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, hein, que Monsieur Trump lui tient la dragée haute. En fait, il y aurait le nom de m'échappe. Il y a une base américaine assez importante qui est située dans une zone limitrophe à la frontière entre Israël, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, hein. Et les Américains ont fait évacuer la base. Or, c'était une garantie de sécurité pour Israël, pour lancer ses tentacules sur le sud de la Syrie, pour asseoir son influence. Et je pense que M. Trump, je n'ai pas plus de renseignements, l'a fait en accord avec Al-Jolani, alias Al-Shara, le patron d'Al-Qaïda al-Nusra, qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie. Ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit et au passage, entre parenthèses, montre bien que Al-Qaïda, qui a été mis en selle et qui a été propulsé vers Damas par les Turcs, les Israéliens, les Qataris et les Américains et les Anglais, ne sont au fond, n'ont toujours été que des sortes de mercenaires, de prestataires de services, de sous-traitants pour la grande politique américaine. Voilà. Bon, les Américains jouant sur les deux côtés, comme toujours, un coup les Kurdes, un coup Al-Qaïda, à distinguer Al-Qaïda de Daesh, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des différences de stratégie entre les deux organisations, les deux formations. Et, et une fois de plus, mais quand même, à quoi pensent tous ceux qui se précipitent dans les bras de la Grande Amérique à engager, à laisser tomber les Kurdes au nord de l'Irak, qui sont assiégés à Kobane. C'est assez extraordinaire, mais c'est pas la première fois qu'ils laissent tomber les Kurdes. Ils les avaient laissés tomber il les a laissés tomber en Irak après en 91, après les avoir incités à la révolte, ainsi que les chiites. L'Amérique s'est désengagée, ça rappelle. C'est le schéma de base, la matrice, c'est la baie des cochons. Allez-y, allez-y, faites-vous trucider, et puis ah bah oui, bah non, ce jour-là, on avait piscine, on n'a pas pu venir vous aider. C'est aussi ce qui s'est passé avec ces émeutes sanglantes, ces débuts d'insurrection en Iran. Allez-y les gars, incendiez tout, et nous arrivons. Manque de chance, l'Amérique n'était pas au rendez-vous, comme d'habitude. Bon. Mais je voudrais, pour conclure sur Dieudonné, je voudrais avoir ta réaction, la manière dont intérieurement tu as réagi quand tu as découvert que son nom était mentionné dans les dossiers Epstein, et que son nom était mentionné par quelqu'un quand même de très puissant. Ariane de Rothschild, c'est probablement la femme la plus riche de France, donc la plus puissante de France, peut-être du monde. Mais Oui, bah écoute, elle s'intéresse à j'étais très Dieudonné. fier pour Dieudonné. Ça veut dire que, en fait, même contraint de donner ses spectacles dans des granges, dans des autobus, euh,
en cachette, en loose dé, il est suffisamment inquiétant pour tout ce petit monde pour qu'on le veuille lui faire le faire taire définitivement. Donc très heureux pour ça veut dire qu'il a du talent. Le talent, c'est pas si fréquent que ça à notre époque. Ça veut dire aussi que ces gens-là sont très frileux. Bah, s'il n'était pas si frileux, la députée Yadan, Yadan, ça veut dire mâchoire hein, en hébreu, la députée qui a pris qui représente les Français de l'étranger et, et n'aurait pas fait un projet de loi qui est aussi une forme de crémaillère. Hein. On resserre les taux depuis la loi Pleven en 72, en passant par la loi Taubira de plus récente mémoire, la loi Fabius, dite Fabius-Guesso. Ces gens-là veulent nous museler. Ils y parviennent d'ailleurs fort bien, avec la complicité, je note, le silence, comme on dit, étourdissant, mais assourdissant de tous les grands médias, évidemment, ils ne veulent pas contrarier leur maître, mais de toutes les autorités morales, politiques, universitaires, ce qu'on appelle les clercs, religieuses. Tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et il est normal qu'il y ait des exceptions, qu'on emprisonne un homme comme Vincent Renoir. Encore une fois, je dis et je répète à propos de Renoir, on n'est pas obligé de partager ses idées. Loin de là, Renoir est peut-être et sans doute un fou, mais dans ce pays, jusqu'à présent, on avait le droit d'être fou. Et si sa parole n'avait pas une certaine portance, une certaine incidence, on n'essaierait pas là aussi de l'étouffer avec autant de force et des moyens judiciaires. Il passe son temps en garde à vue ces temps-ci. Hein. Il a fait 1 an de prison en Écosse avant de se faire étrader, alors que l'Écosse et le Royaume-Uni n'ont pas de loi qui corresponde aux soi-disant délits de Monsieur Renoir, qui lui exprime un point de vue historique qui n'est pas celui qui est partagé par toutes les autorités dominantes dans ce pays. Voilà, donc, mais personne n'a jamais dit un mot, personne. Moi, je trouve ça proprement hallucinant et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir de notre pays parce qu'on ne peut pas compter sur Monsieur Retailleau, futur président, candidat à président plutôt, pour renverser la table et mieux encore pour redresser la barre. Que Dieu nous en protège. Dieu nous en protège. Dieu nous protège des faibles et de ce que très gentiment et joliment Voltaire appelait les eunuques de l'esprit. Oui, mais en tout cas, c'est un phénomène qui n'est pas particulier à la France, Jean-Michel, puisque tu notes qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui fait débat et amplement. Ces atteintes à la liberté d'expression, sous prétexte de vouloir lutter contre l'antisémitisme, moi, j'essaye Contre la haine, de... contre la haine. Bon, La haine sous toutes ses formes. Écoutez, s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut tirer la conclusion suivante, c'est que la démocratie est morte et bien morte dans ce pays et en Europe, sans doute. Il n'y a pas seulement Monsieur Vance. Il y a eu aussi la dernière fois, là, il y a la grande réunion, la grande fête de la sécurité européenne et au-delà. Monsieur Trump l'avait dit il y a quelques mois ou l'an passé. Il avait dit je m'inquiète beaucoup de voir le collapsus civilisationnel qui est en train de toucher l'Europe. Si on n'est plus capable de défendre nos libertés fondamentales, c'en est fait de nous. Quand on dit cette opinion n'est pas une opinion mais un délit, eh bien, sauf à être complètement timbré, maboule et demeuré, ça s'appelle un délit d'opinion. Et bien, donc, on a rétabli la Cinquième République a rétabli le délit d'opinion. C'est d'ailleurs le crime contre la pensée de George Orwell. oui. Et moi, je trouve extraordinaire, en fait, que
euh, moi, je le dis toujours, hein, Israël, c'est pas mon obsession, mais il se trouve que sur la Terre, depuis la naissance de l'ONU, c'est le seul pays qui accumule une centaine, peut-être 200 Oui, plutôt résolutions 200. de l'ONU, voilà, et résolutions En se auxquelles, torchant avec. voilà, auxquelles il ne s'est jamais soumis. Donc, moi, je veux bien que l'Occident enregistre une vague d'antisémitisme, mais je ne la vois pas, parce que Israël continue à bénéficier de la bienveillance et de l'impunité. Et nos amis du peuple élu ne sont pas maltraités ni en France ni en Occident. Il n'y a pas de pogrom, il n'y a pas de massacre, il n'y a pas de. Je n'ai pas l'impression que leur vie quotidienne soit perturbée par le Non, mais massacre il existe, de Gaza. Eric, il existe un narratif qui dit l'exact contraire de ce que tu dis. On ne peut plus mettre sa kippa dans la rue. Quand on habite Sarcelles, il faut déménager. Moi, j'ai pas l'impression non plus. Les Français, d'ailleurs, ne sont pas racistes de façon générale, ni anti-musulmans, Mais non, ni anti-judéens. absolument. Mais le narratif, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les médias et les médias menteurs et les journalopes qui font l'opinion, qui nous disent ce qu'est l'opinion ou ce qu'elle doit être. Qui nous devons haïr et qui nous devons aimer. Et quoi penser? Oui. Oui, oui, la France insoumise en fait tout un plat parce que la haute autorité l'avait étiqueté extrême gauche. Par contre, à longueur d'antenne, on parle du Rassemblement national, dont je ne suis pas, précisons-le, on le traite d'extrême droite. Je vois pas en quoi M. Retailleau ou Mme Le Pen sont d'extrême droite. Il faudra qu'on me l'explique. D'ailleurs, personne ne donne d'explication en ce qui concerne la droite, l'extrême, ceci. Mais par contre, tout le monde comprend et tout le monde voit, tous ceux qui ont envie, en tout cas, de comprendre et de voir ce qu'est l'extrême centre. Oui, C'est un oui, puits oui. Et sans puis, fond. les mots ont du sens en ajoutant ce mot extrême à droite ou gauche. On fait de ces gens des infréquentables. J'ai écouté hier soir quelques minutes de Mélenchon qui se plaignait que le tribunal ne lui ait pas rendu justice par rapport à des propos qu'a tenus Raphaël Einthoven, qui traite LFI d'un ramassis d'antisémites, de cons, et le tribunal a statué que bon, ça entrait dans le cadre de la Le liberté débat politique d'opinion. normal, oui, oui, oui. Voilà. Donc on peut classer un mouvement politique comme LFI d'antisémite parce que le tribunal a considéré que Raphaël Einthoven avait le droit de traiter un groupe d'individus d'affreux antisémites. Par contre, quand, comme je le disais tout à l'heure, on assiste à un déferlement, c'est du vomi à 24 heures sur 24 dans certains médias sur les musulmans, sur l'islam, là, ça ne gêne personne. Là, personne ne s'offusque. Là, il n'y a pas de réaction. C'est ça Oui, il y a qui un fait m'enrage. qui est Le deux extraordinaire, c'est poids, deux mesures. Deux poids, même des deux gens mesures. intelligents roués, redoutables comme Alain Boer, reprennent l'information des 30 000 victimes, comme s'il y avait eu 30 000 victimes. Personne n'a jamais donné la source, mais la source, c'est la boucle. Tout le monde reprend ça en cœur, 30 000, 40 000, c'est même monté à 70 000 à un moment donné. Mais Boer, quand même un peu plus prudent, dit que 5 000, 30 000, mais 5 000 et 30 000, c'est la même chose. Ben non, 5 000 et 30 000, c'est pas la même chose. D'abord, c'est même sans doute pas 5 000, peut-être 3 000, mais j'ai pris l'habitude, étant familier de l'information de ce type, de savoir qu'il faut diviser ou multiplier par 10 selon les cas. Donc, il y a peut-être eu 3000 morts, effectivement, il y a eu des morts. Alors, on voit des morgues, on continue à nous diffuser des images de l'Iran, on voit les morgues, ben on voit quoi? On voit 50 morts, 100 morts. Mais on nous fait croire que les 100 morts, ça me rappelle
le cimetière de Timisoara, on avait déterré une cinquantaine de cadavres et on nous avait dit que des milliers et des milliers qui étaient sortis, qui étaient des cadavres sortis d'une morgue, ce pourquoi C'est ils avaient ça, été recousus, étaient des victimes de Ceausescu. Ça a c'est permis ça. de le fusiller plus facilement avec son épouse après évidemment, je ne suis pas un ami de Ceausescu, mais avec une parodie. Mais je pense que les hommes, s'ils voulaient vraiment devenir civilisés, devraient mettre un peu, appliquer la parole évangélique, d'ailleurs, évangélique et des évangélistes, rend à César ce qui appartient, non, c'est la parole du Christ, rend à César ce qui appartient à César. On ne pourra pas faire de scène politique internationale sans un minimum, je dis bien, d'honnêteté et de bonne foi. Ce qui ne veut pas dire que la ruse soit totalement à exclure. Mais là aussi, il y a des limites à ne pas franchir et je pense que là où il n'y a plus de bornes, où on passe les bornes, effectivement, il n'y a plus de limites. Et l'homme sans Dieu est un homme sans limite. Absolument. Ou un marin sans boussole. Oui. J'aimerais qu'on... Bon, ce sujet est lourd et dense, Jean-Michel, on pourrait en parler pendant des heures, toi et moi, mais l'heure tourne et j'aimerais qu'on évoque un peu la situation en Ukraine où finalement euh, la Russie fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire prendre pratiquement, immobiliser le pays pour en prendre progressivement le contrôle et dénazifier. Euh, pour moi, ça, c'est pas un mot anodin. Quand Poutine insiste sur la dénazification de l'Ukraine, ben, je vois la manière dont ces mercenaires se comportent et je me dis qu'il n'a peut-être pas tout à fait tort. En tout cas, Poutine a raison, c'est un grand ressort, un grand levier que de faire référence à la Grande Guerre patriotique contre le Troisième Reich. Ceci étant dit, Staline avait fait bâtir les églises que Lénine avait fait détruire quand il a voulu mobiliser les forces très en amont avec le premier Gosplan, le premier plan quinquennal, donc vers les années 36, il préparait déjà la guerre à ce moment-là. Et il est revenu aussi sur le droit illimité à l'avortement qu'avait introduit Lénine, bien entendu. Donc Staline fait reconstruire les églises, réhabilite, redonne un rôle aux prêtres et abolit l'avortement parce que il fallait pour préparer la guerre, il fallait aussi avoir des soldats et des ventres féconds. Alors là, en fait, il ne faut pas se leurrer. Je pense que la guerre serait déjà terminée un mois après avoir commencé si les accords d'Istanbul, si les pourparlers d'Istanbul avaient pu aboutir et si Monsieur le Premier ministre anglais n'avait pas déboulé à Kiev pour dire arrêtez tout, on vous fournit les armes. Cette guerre est une guerre européenne, c'est une guerre, enfin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais elle fait toujours partie du continent. Et c'est une guerre de l'OTAN, c'est une guerre des occidentalistes, comme je dis, ou au départ, sous Biden, des Euratlantistes contre l'Ukraine. Donc, M. Poutine ne peut pas dire ouvertement qu'il combat les fascistes. Et s'il y a des fascismes, mais ça ne ressemble pas du tout au fascisme des années 30, bien sûr, les fascismes de l'Union européenne, de Bruxelles et de l'OTAN. En tout cas, ce sont des bellicistes, ce sont des gens qui sont mus, alors là, pour le coup, par une haine tangible qui s'appelle la russophobie. Mais il y a des causes historiques, il y a des causes culturelles, il y a beaucoup. Lisez donc un livre paru, je crois, en 67, La russophobie de Shafarevitch.
Ça se trouve, hein, c'est pas si cher que ça sur Amazon, qui a approfondi la question. Shafarevitch était un mathématicien de grand renom, de très haute volée, qui était un ami de Solzhenitsyn et qui a écrit aussi un autre livre, Le phénomène socialiste. Mais il faut aimer explorer ces choses, aller voir le mal jusque dans ses racines les plus profondes. Mais donc la russophobie donne beaucoup d'explications. Oui, ben, la Russie fait, mais elle paye un lourd tribut. Avec ceci dit, Washington vient de durcir les sanctions, aussi bien à l'égard de l'Iran que de la Russie. Mais le combat contre l'Iran, c'est aussi un combat contre la Russie. Bien sûr. Mais personne ne dit, et c'est plutôt amusant, que les États-Unis continuent à acheter leur uranium, l'uranium nécessaire à leur centrale nucléaire civile, continuent à l'acheter aux Russes. Et ça marche. Il y a des petits trucs, des exceptions comme ça. Les Français aussi achètent l'uranium aux Russes, mais en même temps, on pousse des cris d'orfraie dès qu'il s'agit de l'infernale Russie qui a agressé la malheureuse Ukraine. Encore une fois, cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. La guerre a été décidée avec la révolution du Maïdan en 2014. Madame Nuland, qui était une amie de M. Epstein, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais certainement sans doute, qui était vice-secrétaire d'État, avait dit on a dépensé 2, 3, 4 milliards de dollars, mais ça en valait la peine. Et l'Europe traînait un peu les pieds. Elle a dit ça a été enregistré. Fuck Europe, pour dire que l'Europe, la grande Amérique de Biden, non, c'était pas Biden à l'époque, c'était Obama, mais excusez-moi, s'essuyait les pieds dessus comme un vulgaire paillasson. C'est ce que est Oui, devenu oui. l'Europe d'ailleurs, et malheureusement la France par la même occasion. Je ne sais pas si c'est l'Amérique d'Obama qui s'essuie les pieds sur la France, sur nous, ou si ce sont ceux qui se cachent derrière et qu'on découvre Mais c'est au la même fur et à chose. C'est la au même fur chose. et à mesure que les semaines passent. En bon conspirationniste, je rappellerai que personne ne sait si Obama était né sur le territoire des États-Unis ou en dehors, si on sait quelles sont les mœurs exactes de M. Obama, c'est des mœurs peut-être transgressives, un peu à la Macron, enfin les rumeurs les plus folles, les plus échevelées, les plus dingotes ont circulé là-dessus. Mais le populaire avait autrefois disait il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, toute l'affaire Epstein montre bien que ces affreux, ces ordures conspirationnistes, complotistes, paranoïaques qui croient à la Terre plate et aux reptiliens qui domineraient l'espèce humaine, n'avaient pas entièrement tort et que ça va même peut-être au-delà de ce que l'on peut imaginer. Rappelons que sur les 3 millions de documents et plus qui ont été divulgués, les plus importants, ceux qui ont trait qui sont relatifs aux crimes de sang, aux tortures, aux brutalités, ont été caviardés, n'en font pas partie. Donc on peut penser que ce que l'on a donné en pâture au public, comme on a donné Monsieur Jacques Lang en pâture, il fallait bien un paratonnerre, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que la toute petite partie émergée de l'iceberg. J'en suis persuadé, mon cher Jean-Michel. Alors pour conclure sur une note plutôt positive, tu peux nous donner un peu d'espoir sur l'Iran? Est-ce que ce grand pays, cette vieille civilisation va être attaqué par cette horde de charognards israélo-américains ou pas? S'il y a des gens raisonnables, et je pense qu'il y en a beaucoup au Pentagone, on a expliqué à Monsieur Trump que la partie n'était pas gagnée. On va encore une fois brûler, sacrifier beaucoup de munitions et beaucoup d'hommes, surtout beaucoup d'hommes, mais c'est du côté iranien, donc ça n'a pas d'importance. Pour un gain qui n'est pas acquis. Tout le monde a parlé des manifestations, des émeutes du 8 et 9 janvier. Personne n'a montré
mais personne de chez personne n'a montré les manifestations rassemblant des centaines de milliers et des millions de personnes à travers l'Iran en soutien au régime. Hein, les Iraniens sont patriotes, nationalistes, même s'ils dénoncent et si la jeunesse dénonce l'État, ils voudraient respirer une grande goulée d'air frais avant de déchanter, parce que je me souviens que devant l'église du père Popieluszko à Varsovie, quand Varsovie a été enfin libérée par le libéralisme, l'ultralibéralisme, ce sont des sex shops qui se sont ouverts. Bon, si, C'est donc ça. c'est le règne des Epstein qui s'installe. Un peu de liberté, c'est bien, et les jeunes gens euh, ont besoin de cette liberté pour mûrir et découvrir quels sont les vrais choix. Mais je pense que d'ailleurs beaucoup, regardez en Europe, en Europe orientale, le nombre de gouvernements qui tombent, qui sont remplacés par des gouvernements conservateurs, réactionnaires, diraient les autres ou les uns, des gouvernements d'ultra-droite, fascistes, et si bien que Bruxelles n'a d'autre solution que de truquer les élections et se sont vantés, comme ça a été le cas en Moldavie, en Roumanie et ailleurs. Je rappelle qu'aussi aux dernières élections régionales en Allemagne, il y avait 7 candidats du FPD. Du FPD qui sont morts, ils sont morts de mort naturelle bien entendu, mais 7 candidats, ça fait beaucoup statistiquement. Je ne sais pas quelle est la probabilité pour que, au-delà d'un ou deux décès, il y en ait 7 qui, au moment même où vont se dérouler les élections qui étaient importantes pour ce Länder, 7 candidats gênants disparaissent d'un seul coup. Rappelons qu'il y a des hommes qui n'étaient pas neutres, qui sont morts dans des circonstances étranges, à commencer par le général de la Ward, qui donnait presque quotidiennement des statistiques de la mortalité à Gaza et qui, pour ce faire, s'appuyait sur The Lancet, qui est l'Himalaya, l'Everest de la recherche médicale et de la statistique en matière de santé. C'est une revue anglaise. Il donnait qui, à l'époque, quand très discrètement on avançait le chiffre de 40 000, 50 000, 60 000, avançait déjà le chiffre de 300 000, qui est plus proche de la vérité. Quand j'ai dit qu'il faut multiplier par 10 dans un sens ou dans l'autre, je ne me trompe pas, ou pas beaucoup. Et donc, ces manifestations, personne n'en a parlé, personne n'en parlera, mais on continue à répéter 30 000 morts, 30 000 morts, mais d'où les sortent-ils, leurs 30 000 morts? Tous les sortent-ils, puisque c'est une dictature absolue et que l'information ne sort pas, que les communications Starlink ont été coupées et autres. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Hein. Les 30 000 morts, on ne les voit pas sur les petites vidéos qui ont pu être exfiltrées clandestinement, plus ou moins clandestinement. Je ne crois pas. Oui, Mais le mensonge, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. c'est ça. Il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de propagande. Donc à nous de faire Beaucoup, le il n'y a tri. que ça. Il n'y a que Voilà, ça. Le service public en France est un organisme de propagande, mais pas de propagande dans l'intérêt des Français. c'est ça. Mais je pense que de plus en plus de Français comprennent que avec ces médias-là, il faut apprendre à Oui, ben j'en suis malheureusement décoder et décrypter. pas vraiment sûr, pas vraiment sûr. Pas vraiment sûr, mais espérons. On sait que les Français, entre la peste et le choléra, choisiront le choléra, c'est-à-dire le Rassemblement national, qui aura certainement les mains liées, qui ne tiendra aucune de ses promesses. Tout au long de ces dernières années, toutes ces années de dédiabolisation, on a vu tout abandonner. Quand un État, des gens, des prétendants à la gouvernance d'un pays qui font inscrire l'avortement graver l'avortement dans le marbre de la Constitution, et pas un gouvernement sérieux.
l'avortement, il avait lieu, il fonctionnait, il y avait des textes de loi, on n'avait pas besoin de le mettre dans la Constitution, d'en faire une loi d'airain, exactement comme on est en train de le faire pour l'euthanasie. Et en même temps, on pleurniche parce qu'il y a l'hiver démographique et que les femmes, même immigrées, font de moins en moins d'enfants. Oui, et pour la première fois, les courbes se croisent, hein. C'est-à-dire qu'en France, on a plus de mortalité que de natalité. Peut-être que la campagne d'injection y contribue un peu. Ah, je reconnais bien là le vrai complotiste paranoïaque. Non, je Et pose la question. il y a des projets discrets euh, en filigrane, mezzo voce, je parle italien maintenant, mezzo voce des populations mondiales. C'était les fameuses Gate Stones qui ont sauté opportunément. Il était gravé qu'il fallait réduire la population mondiale à 500 millions, alors qu'on arrive à 9 milliards. Donc il faut bien s'y prendre d'une façon ou d'une autre, hein. Oui, et tous les moyens sont bons. Voilà, là aussi, conspirationnisme, mais on s'apercevra, peut-être qu'un jour il y aura un scandale et on s'apercevra que les vaccins du bon ami, très cher ami Bill Gates, que les vaccins contribuent à la stérilisation des nouvelles générations féminines en Afrique, par exemple. On adresse un salut particulier à nos amis de Conspiracy Watch qui, heureusement qu'ils nous ont, parce qu'ils n'auraient personne à salir autrement. Mais sur le dossier Epstein, on a quelques mois, pour ne pas dire quelques années d'avance, parce que ceux que nous découvrons aujourd'hui, les complotistes, hein, la complosphère, comme ils aiment à nous appeler, le dénonçaient déjà. Où est-ce que vous étiez, vous, aux abonnés absents, vous qui êtes censés checker l'information et débunker les gens, les gens comme nous, franchement, Ils ont peut-être autre un chose à faire. algorithme politique très politiquement correct dans la tête, c'est tout à fait possible. Ça- Tu fais le tri entre le bon mensonge et le mauvais mensonge. C'est ça. Mon cher Jean-Michel, merci infiniment. On est à pratiquement 1h56 d'émission. C'est toujours un plaisir que de voyager à travers l'actualité avec quelqu'un comme toi. Tu es très, très inspiré et je me nourris de ta réflexion, ce dont je te remercie infiniment. Je remercie aussi nos amis internautes qui sont 642 en ce moment à nous suivre en direct. Je les remercie de leur présence. Alors, je ne le fais jamais parce que je dis toujours que je ne sais pas me vendre moi-même. Mais il paraît que lorsqu'on a une chaîne YouTube, il faut essayer d'expliquer à ceux qui nous apprécient et qui nous suivent de s'abonner à la chaîne et puis d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Alors on est à plus de 48 000 abonnés. Je l'ai dit l'autre jour, on a pour ambition d'atteindre la barre des 50 000 symbolique. Ce sera un beau moment pour nous et puis pour vous et on le fêtera ensemble. Voilà. Et j'ajouterais que nous ne sommes pas subventionnés, nous ne sommes pas comme Madame Ernotte et ses 30 000 euros par mois, ni comme Madame von der Leyen qui vient de s'auto-augmenter de 1 800 euros. Ces femmes géniales dépassent les 30 000 euros, bien évidemment, mensuels. Et personne ne nous aide, donc nous parlions de la mort de la démocratie. Lisez donc mon livre, achetez-le, surtout achetez-le. S'il y avait 48 000 abonnés de TVA ADP qui le fassent, ça mettrait non seulement un peu de beurre dans mes épinards, mais plus encore, ça me permettrait de travailler et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, parce que la vie, j'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait, tout le monde le ressent, la vie n'est pas commode pour ceux qui sont dans les marges et qui sont surtout dans la dissidence. Oui, absolument, je confirme. Donc, lisez mon livre pour en finir avec la démocratie. C'est chez The Book Édition.
sans s.com. Merci Jean-Michel. Je Merci remercie, Eric. Merci à toutes et à tous. merci. Je remercie Sam et Caroline qui ont modéré le chat ce soir. Merci pour votre fidélité, votre loyauté et votre élégance d'esprit, parce que je me nourris de vos commentaires et je les trouve toujours à propos, judicieux. Donc, merci d'être là, de gérer le chat, et merci à vous tous, amis internautes, qui nous faites l'amitié de nous suivre de plus en plus nombreux. Demain soir, je recevrai Laurent Louis, le député de Boulay-Belge, qui a décidé de redescendre dans l'arène politique dont il avait été exclu. On va vous retracer un peu son histoire de demain soir avec le docteur Laurence Kaiser, qui est une guerrière à ses côtés, qui a décidé de s'engager dans le même combat. Laurence, que je salue au passage et dont j'apprécie l'intégrité morale. Je pense que c'est une excellente recrue pour notre ami Laurent Louis. C'est un candidat anti-système. On va donc lui donner la parole. Donc je vous dis demain à 17h. Exceptionnellement, ce sera à 17h au lieu de 20h, parce que Laurent est papa d'une petite fille dont il prend soin. Je trouve admirable son attitude de père et de citoyen. Donc je vais le recevoir avec grand plaisir. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, mais on s'est parlé dernièrement. Je me réjouis de le voir descendre dans l'arène, foutre un peu de bordel dans ce bordel. Amis du blues, bonsoir. It's what you do.